Salam alaikum et bienvenue dans ce troisième cours de physique du solide. Nous allons continuer à exposer toujours les principaux éléments à connaître et à se rappeler dans le domaine de la physique des solides. Et nous allons sans plus tarder commencer. Donc, dans notre troisième cours, nous allons parler des opérations de symétrie. C'est quoi ces opérations de symétrie? Ce sont des opérations de transformation, autres que translation, dont on a déjà vu que le réseau reste invariant si je fais une translation d'un nombre entier multiplié par les vecteurs de base. Maintenant, on va parler d'autres opérations de transformation qui vont garder la structure dans son aspect original. Donc, parmi ces opérations de symétrie, on va donner l'exemple de la rotation par rapport à un axe OZ. Alors, vous voyez ici, nous avons l'axe qui traverse cette structure hexagonale. Et si on applique une transformation de rotation phi de pi sur 3, phi égale pi sur 3 par rapport à l'axe qui traverse le centre de cet hexagone, on va se rendre compte que tous les nœuds du réseau restent invariants. C'est-à-dire que chaque point va remplacer un autre sans que la forme générale de la structure ne soit déformée. On va se retrouver avec une forme identique à la forme originale. Donc on dit que le réseau reste, on dit que le réseau est invariant par cette transformation de rotation. Et donc la rotation autour d'un axe par un angle de pi sur 3 garde le réseau invariant. Donc phi égale pi sur 3 est une rotation, est une opération de symétrie propre à cette structure. Alors, ici on parle d'une opération de symétrie d'ordre 6. Pourquoi 6? On verra, c'est parce que les opérations de rotation autour d'un axe s'effectuent par 2pi sur n. n étant l'ordre de rotation. Donc 2pi sur 6, ça me fait pi sur 3. Donc dans notre cas, l'exemple qu'on a commencé, le réseau hexagonal reste invariant par rotation phi égale pi sur 3, donc 2pi sur 6. Donc on dit que on a une symétrie d'ordre 6. Alors, dans tous les réseaux qui ont été étudiés, on a remarqué que l'ordre d'invariance par rotation autour d'un axe des réseaux qui existent, des 14 réseaux de Bravais, ont des ordres de rotation de type 1, 2, 3, 4 et 6. L'opération de symétrie d'ordre 5 ou d'ordre 7 n'existe jamais dans aucune raison. En fait, on peut démontrer géométriquement que l'ordre 5 et l'ordre 7 peut laisser la structure non continue. Et ce que la nature déteste, c'est ce manque d'harmonie parce que ça va pas minimiser l'énergie. Donc l'ordre 5 ou l'ordre 7 n'existe pas. Les seules invariances qui puissent exister par rotation autour d'un axe sont l'ordre 1, donc de pi sur 1, c'est l'opération identité, donc on fait un tour à 360 degrés, ça c'est tous les réseaux qui doivent, qui admettent cet ordre d'invariance. Et puis il y a l'ordre 2, l'ordre 3, l'ordre 4 et enfin l'ordre 6. Il ne peut exister que ce nombre d'ordres restreints, 1, 2, 3, 4 et 6 comme ordre d'invariance par opération de rotation autour d'un axe. Donc cela, comme je disais, pourrait laisser le réseau invariant par cette rotation, sauf que avec l'ordre 5 et l'ordre 7,
cela n'est plus possible et donc il ne peut pas y avoir une réduction, une minimisation de l'énergie interne du système. Alors, ce que on va essayer de voir, prenons par exemple cette opération de symétrie, c'est dans le cas d'un cube. Je rappelle que la symétrie cubique présente un très haut degré de symétrie. Alors, dans le cas du cube, comme vous pouvez le voir, on peut observer plusieurs axes de symétrie. Par exemple, je peux voir que j'ai ici un axe de symétrie, d'ordre 3. Alors, comment je peux vérifier que c'est un axe d'ordre 3? Alors, rappelons que ça veut dire un axe de symétrie d'ordre 3 dans le cas du cube. Donc, c'est un axe qui va traverser la grande diagonale du cube. Et cela veut dire que si je fais une rotation du réseau autour de cet axe d'un angle 2π sur 3, le système resterait invariant. D'abord, on va se mettre autour de l'axe 3. Alors, je vais me positionner exactement. Et je vais faire tourner le cube d'un angle égal à 120 degrés. Et pile poil, je tombe exactement sur les mêmes nœuds. Donc, le réseau est invariant par rotation de 120 degrés, ce qui correspond à 2π sur 3, autour d'un axe qui traverse la grande diagonale du cube. Donc, il admet une opération de symétrie d'ordre 3 autour d'un de ces axes. Et il y en a combien? Il y en a 4. Il y a 4 axes de symétrie d'ordre 3. 4 axes. Prenons un autre exemple. Nous avons 3 axes qui ont un ordre de symétrie égal à 4. Et ces axes, ce sont les axes qui traversent le centre des faces. Positionnons-nous en face de l'axe de symétrie, un deuxième axe de symétrie d'ordre 4. Alors, si je fais une rotation du réseau autour de cet axe de 90 degrés, donc, pardon, de 90 degrés, voilà, hop, je retrouve exactement mon réseau d'origine et les points, les nœuds du réseau vont se retrouver exactement dans la même position parce que le système est invariant par rotation d'ordre 4, c'est-à-dire par rotation avec un angle de 2π sur 4, soit π sur 2, soit 90 degrés. La symétrie cubique admet aussi des axes de rotation d'ordre 2. Et ils sont nombreux, il y en a 6. C'est les axes qui traversent le centre des arêtes par diagonale. Donc prenons l'exemple de cet axe 2. Je vais me mettre en face de l'axe 2, de cet axe d'ordre 2, pardon. Et si je fais tourner par un angle de 180 degrés, je me retrouverai exactement à la même position de départ, c'est-à-dire la structure va être positionnée de la même. Ceci ne serait pas possible si je prends un angle quelconque. Si je fais tourner autour de l'axe d'un angle quelconque, je ne retrouve plus la même symétrie. Par contre, si je respecte l'ordre de rotation, ici c'est un ordre 2, c'est-à-dire 2π sur 2, soit une rotation égale à π, je vais retrouver mon système exactement à l'identique. Donc, notre système cubique présente 6 axes d'ordre 2, c'est-à-dire qui admettent une rotation d'ordre 2. Ici, vous remarquez que l'axe 2, il traverse
du centre de l'arête supérieure vers le centre de l'arête inférieure dans le côté opposé. Et on peut en décompter 6 axes d'ordre 2. Vous pouvez vous amuser à les identifier. 4 axes d'ordre 3. Voilà les axes d'ordre 3. De sorte que si je fais une rotation de 120 degrés, 2 pi sur 3, je retrouve le même système. Et puis 3 axes d'ordre 4, c'est-à-dire si je fais une rotation de 90 degrés, 2 pi sur 4, je retrouve le même réseau. Et chaque type de symétrie va plus ou moins avoir plus d'opérations de symétrie ou moins selon son pouvoir d'être plus symétrique que d'autres. Prenons un autre exemple. Notre exemple, si je puisse... voilà. Dans cet exemple du rhombo hydrique, du système rhombo-hydrique, on s'aperçoit qu'on a un axe d'ordre 3 et 3 axes d'ordre 2. Si on se place exactement en face de l'axe d'ordre 3, je me rends compte que si je fais une rotation de 120 degrés, je me retrouve calqué sur le même réseau de départ. De même, si je prends l'axe d'ordre 2, je vais me positionner exactement sur l'axe, je suis dans le deuxième, donc dans le premier axe. Si je fais la rotation de pi, donc 2 pi sur 2, je retrouve le même axe. Donc, mes opérations de symétrie, c'est en fait des opérations que le réseau admet pour que, à la fin de l'opération, tous les nœuds du réseau vont se retrouver superposés les uns aux autres et aucune déformation, aucun nouveau nœud ne va apparaître. On va se retrouver à la même position d'un autre nœud qui existait auparavant. Donc il existe aussi d'autres types d'opérations, par exemple, qui laissent bien sûr le réseau invariant, comme la symétrie par rapport à un plan. Donc il n'y a pas que les symétries par rapport aux axes, on peut avoir des symétries par rapport à un plan. C'est-à-dire, c'est des plans que si je fais une symétrie de miroir, par exemple, une symétrie d'opposition, eh ben, le réseau va rester invariant. Et il y a aussi les centres de symétrie, c'est-à-dire les points qui admettent, qui vont laisser le réseau invariant par symétrie par rapport à ce point. On dit que donc on a des points qui gardent la symétrie, ça s'appelle des centres de symétrie. Alors, par exemple, la symétrie plan dans le cas cubique, bien sûr je prends le cas cubique parce que il n'y a pas que le cas cubique, mais là où il présente le plus de symétrie. Alors ici, par exemple, le plan, si je puis dire, de ce côté, le plan perpendiculaire à 90 degrés, le plan perpendiculaire à 90 degrés. Donc ça, si je peux dire le plan perpendiculaire à l'axe Y, le plan perpendiculaire à l'axe X et le plan perpendiculaire à l'axe Z. Mais pas que, il y en a aussi les plans qui traversent les diagonales, les deux arêtes de diagonale, et ça nous fait un bon nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plans de diagonale et 3 plans qui sont parallèles aux axes X, Y, Z. Alors, ce qui nous permet de définir c'est quoi les groupes ponctuels. Alors, les groupes ponctuels, c'est l'ensemble des opérations de symétrie qui laissent le réseau invariant. Donc la définition,
c'est l'ensemble des opérations de symétrie qui laisse le réseau invariant. On a les symétries de plan, les symétries d'axe d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 uniquement, et les symétries de points. L'exemple suivant est celui d'un cube où l'exemple qu'on a vu précédemment et l'exemple des axes d'ordre 2 du cube est un très bon exemple de symétrie d'ordre 2. Le plan, par exemple, qui coupe les axes dont on a parlé, et le centre de symétrie. Donc, le système cubique admet des centres de symétrie, des plans de symétrie, des axes de symétrie, ce qui fait que le système cubique présente un très haut pouvoir de symétrie. Alors, nous allons maintenant aborder des exemples importants, très typiques de structures cristallines. Et on va commencer par la structure NaCl. Alors, la structure NaCl est une structure qui va servir de modèle. Alors, je prends un exemple, par exemple, qui trouve, pourquoi? Parce que c'est le plus basique, par exemple, l'eau minérale, du coup, maintenant, il y a une multitude d'eau minérale, mais le langage populaire va prendre comme un nom commun, le nom de Saïda à toute eau minérale. Donc, l'eau, le nom de Saïda est un nom d'une marque, mais le langage populaire a laissé, c'est-à-dire comme un modèle. C'est la même chose qu'on va présenter ici. C'est des structures typiques de matériaux qui vont servir de modèle pour toutes les structures qui leur ressemblent. Alors, la structure NaCl se présente comme une structure cubique à face centrée pour chaque élément Na ou Cl, mais les deux structures CFC sont décalées d'une demi-arête. Donc, qui se présente ici, nous avons les points, gros points jaunes, qu'on va dire que, par exemple, c'est le chlore, et les points bleus, ici, c'est le sodium. Alors, le chlore va occuper une structure CFC. Le sodium aussi. Sauf que le sodium, avec la structure du chlore, va décaler, le CFC du Na va décaler d'une demi-arête par rapport au CFC du chlore. Du coup, ça va apparaître comme si que le sodium, chaque atome de sodium occupe la moitié de l'arête de la structure CFC du chlore. On pourra le décrire comme ça, mais à la base, vous savez que il y a le sodium qui a une structure CFC, le chlore qui a une structure CFC, mais qui sont superposés, enfin ils sont décalés par une demi-arête, ce qui fait que le sodium va occuper les positions, les moitiés des arêtes de la structure de CFC du CFC du chlore. Donc, la position des atomes de chlore vont être, on va mettre 1 à l'origine, 0, 0, et il faut savoir qu'il va y avoir chaque sommet 1, et donc c'est une multitude de parts entières de la position de l'origine, et puis chaque demi-face, il va y avoir un atome. Donc, les trois premiers demi-faces, les plus proches de l'origine, donc demi-face, demi-face, et l'origine et les têtes de chaque cube. Et le sodium,
il va s'intercaler entre deux atomes de chlore et donc il va occuper le milieu de l'arête. Donc j'aurai un ici, un ici, un ici. Un des atomes qu'il ne faudra pas oublier, c'est un atome qui va se positionner de sodium au milieu du cube du CFC du chlore. C'est très important. Donc, à la base, le CFC n'a pas d'atome au centre, mais ici, on est dans un cas particulier. C'est une structure typique où vous avez deux CFC décalés, ce qui fait que l'atome de sodium qui doit toujours exister entre deux atomes de chlore va être positionné au centre du CFC du chlore. Et donc, les positions vont être 1,5, 1,5, 1,5. C'est cet atome qui se trouve à l'intérieur du cube, au centre du cube. Et les autres positions, c'est les moitiés des arêtes. Et là, on va se rendre compte que chaque atome de sodium est entouré par 6 atomes de chlore. Et l'inverse est vrai. Chaque atome de chlore est entouré par 6 atomes de sodium. Donc, chaque atome, on va prendre exemple, c'est la même chose puisque c'est une invariance par translation. Et donc, chaque atome de sodium, si je prends ici, il a les deux faces chlore, les deux autres faces, suivant l'axe X ou Y, chlore, et l'axe Z. Donc, 1, 2, 3, 4, le bas avec le haut, ça fait 6. 6 axes, 6 atomes de chlore qui vont entourer l'atome de sodium. Alors, si je l'observe en 3D, je prends par exemple les atomes rouges, c'est le chlore. Donc, les atomes rouges ont une position de type CFC. Les atomes bleus, qui peuvent représenter le sodium, vont être positionnés à la moitié de toutes les arêtes, plus un atome central. Plus un atome central. Donc là, cette vue en 3D nous montre la structure NaCl. Alors prenons l'exemple prenons quelques exemples de composés chimiques qui ont le même type de structure qu'on appelle la structure de type NaCl. Par exemple, le LiH avec un paramètre de maille de 4,08 angstrom, l'oxyde de magnésium, un peu plus grand comme taille, l'oxyde de magnésium, 4,43, le NaCl avec un paramètre de maille 5,63 angstrom, le AgBr, le PbS, le KCl, le KBr, toutes ces structures avec leurs paramètres de maille respectifs sont de type NaCl. Donc, le NaCl nous sert de modèle pour décrire d'autres composés. Une autre structure typique, c'est la structure de type chlorure de césium, CSCl. Alors la structure de type chlorure de césium se présente comme un réseau cubique simple. Donc au sommet de ce cube se trouvent des atomes de chlore, mais avec un atome au centre du cube qui est un atome de césium. Un atome de césium. Bien sûr, le réseau de césium, c'est un réseau aussi cubique simple. Et seulement, il est décalé par rapport au cubique simple du chlore. Ce qui fait que on a un atome de césium au centre d'un cube de chlore ou bien un atome de chlore au centre d'un cube de césium. Donc, c'est la même structure, elle est shiftée
et ce qui va nous donner une structure typique. Donc, les atomes de césium occupent le centre du cube chlore, ou l'inverse, les atomes de chlore occupent le centre du cube de césium. Donc, c'est une structure qui est décalée, mais d'un demi, un demi, un demi, c'est-à-dire un demi dans les trois axes, une structure cubique décalée dans les trois axes. Quelques exemples de structures CSCL, par exemple BUCU, ALNI, CUZN, CUPB, AGMG, LIMG, NH4Cl et CSCL avec leurs paramètres de maille respectifs. Passons à une autre structure qui est la structure de type hexagonal compact. Alors cette structure, elle est particulière. Elle a certaines ressemblances avec la structure CFC dans le cadre de la compacité. شحال معمرة la structure. Donc, comment on peut la décrire? Alors, nous avons une structure d'hexagone et au sommet de chaque arête, chaque sommet, on met un atome plus un atome central. Ça, c'est la première couche. Et la couche de base aussi. Un hexagone avec 6 atomes et un atome central. Puis, entre les deux hexagones, je place 3 atomes à mi-hauteur. Mais par alternance. On sait que si je vais voir de haut, je peux diviser mon hexagone en 6 triangles. Et un triangle sur 2, je vais placer au centre un atome à mi-hauteur. Maintenant, donc l'hexagone, on peut diviser en 6 triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque triangle, au lieu que je place dans chaque triangle un atome, j'alterne un atome au centre du triangle et à mi-hauteur. Un triangle, je le laisse vide. Un troisième triangle, je place un atome. Donc, c'est des structures, c'est pas nous qui en les avons. C'est ce qui a été observé, ce qui a été, comment dirais-je, c'est-à-dire révélé par les nombreuses mesures. Donc, la nature s'organise de cette façon-là. Et donc, nous avons 3 atomes à mi-hauteur alternés au centre de 3 triangles par alternance. C'est une structure qui est très compacte, c'est-à-dire qu'elle laisse peu de volume non occupé par un atome. Et elle a une grande coordinance, c'est-à-dire chaque atome a 12 voisins, au même titre que la structure CFC. 12 proches voisins. Comment on peut les détecter? Puisque la structure elle est invariante, je peux choisir n'importe quel nœud qui peut m'aider à visualiser cette proximité. Je prends par exemple le nœud central de la base, par exemple, la base haute. Alors je me rends compte qu'il est entouré par 6 atomes. 6 atomes plus les 3 qui sont au-dessus, à mi-hauteur. Ceux-là aussi sont à la même distance que les 6 qui l'entourent. Plus les 3 du réseau, enfin de la maille, qui est au-dessus de lui. Donc 3 000 faux, plus les 6 qui l'entourent, ça lui fait 12 proches voisins. Et c'est la plus grande compacité qu'on puisse avoir. Au même titre que le CFC. Même le CFC, il a 12 proches voisins. Comment est-ce qu'on peut les énumérer? Le centre d'une face, nous avons les 4 coins de sa face, donc 4 atomes voisins, proches voisins, plus
les quatre faces au côté, le centre des quatre faces, il y a un atome, ça fait 4, donc 4 et 4, ça fait 8, plus la maille qui est de l'autre côté, elle a aussi des faces, au centre de ces faces, il y a des atomes, il y en a 4 qui sont à la même distance, donc 4 des faces, comme ça donne une même distance avec le centre de cette face-là, si je puisse m'exprimer, et les 4 sommets de la face où appartient cet atome, ça lui fait 12. 4, 4, 4, ça fait 12 plus proches voisins dans le cadre de la structure de CFC. Alors, on peut aussi retrouver la maille élémentaire. Ici, dans le cas de l'hexagonal compact, la maille élémentaire est différente de la maille conventionnelle. Et la maille élémentaire, elle est choisie comme deux triangles. Alors, vous voyez ici, donc deux triangles adjacents avec les atomes de haut et de bas et un atome sur deux du triangle qui se trouve au centre. Et là, je prends ici par exemple un exemple des vecteurs de base, donc j'ai un angle de 120 degrés, et là vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais la définition que l'on fait précédemment de la maille élémentaire, elle doit contenir qu'un seul atome. Or, si je prends l'appartenance de cet atome qui est de 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, parce qu'il y a 4 mailles élémentaires autour de cet atome en haut et 4 en bas, ça fait 8 mailles élémentaires qui entourent cet atome. Donc il a une appartenance de 1/8. Ils sont 8, ça fait 1, plus l'atome central qui a une appartenance entière à cette maille. Ce qui fait qu'on a 2 atomes par maille élémentaire. Et là, il y a une autre façon de voir l'hexagonal dans sa maille élémentaire, c'est d'associer le couple de nœuds comme un seul motif. Donc, hadu zouj, puisque ça va se répéter partout, c'est un seul nœud. Donc, le nœud, ça peut être un jeu de 2 atomes ou 3 atomes. L'essentiel, c'est quelque chose qui se répète. Et si je redéfinis le nœud ici comme étant le couple, un atome avec un atome décalé, comme ici, je vais retrouver une maille élémentaire avec un seul atome d'appartenance, puisque le 2 il va être un seul nœud. Celui-là, il a aussi un atome comme ça ici, plus haut. Donc, il va être comptabilisé. Le 2, le couple, va être comptabilisé comme 1. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Et donc, je vais me retrouver avec une maille de Weiner-Seitz, c'est-à-dire une maille élémentaire, qui a un seul nœud d'appartenance. Et ce nœud contient 2 atomes qui sont décalés, le 1 au sommet et 1 au plus haut. Et ce couple va considérer comme un seul point, va être considéré comme un seul point qui va se répéter. Alors, je vais revoir ici. C'est l'hexagonal compact, c'est 6, un point central. 6 en bas et un point central. Et 3 à mi-hauteur par alternance sur les nœuds. Donc, si je prends la maille de Weiner-Seitz, la maille élémentaire, ça va me donner ces 2 triangles. Mais, si je prends le motif comme étant le point central avec un des nœuds, je peux retrouver le réseau, enfin la maille élémentaire, comme ayant cette forme-là, avec une appartenance d'un nœud par maille élémentaire. Et je retrouve la définition de Weiner-Seitz. Passons maintenant à la structure, un autre type de structure qui est la structure CFC. Alors, la structure diamant maintenant, c'est une sous-variante de la structure CFC. Donc, la structure CFC, face centrée, mais
comme on a fait dans le cas d'hexagonal compact, on avait deux atomes qui constituent un motif. Ici, c'est un peu la même chose. On va considérer qu'on a un motif à l'origine, donc qui va former le CFC, et 4 atomes qui vont occuper le centre du CFC, mais par alternance. On va couper notre réseau CFC, donc je vais finaliser le descriptif et on va revoir le schéma de la structure de type diamant. Donc dans la structure de type diamant, qui est une sous-variante de la structure CFC, il y a chaque atome a 4 plus proches voisins au lieu de 12 dans le cas de CFC. Donc, dès que j'ai injecté 4 atomes à l'intérieur, ça a un peu dilaté, si je puis m'exprimer comme ça, la structure CFC. Et donc, chaque atome va avoir, au lieu de 12 plus proches voisins, il va avoir 4 plus proches voisins et 12 deuxièmes plus proches voisins. La compacité ici, elle est très inférieure au CFC. Donc, le cas de CFC et d'hexagonal compact, on a une compacité de 0,74, c'est-à-dire 74% du volume de la maille est occupé par des atomes. Ici, on est dans le cas du diamant à une compacité de 0,34, c'est-à-dire 34% du volume de la maille est occupé de la maille, mais c'est une structure qui est très dure sur le plan de la dureté, comme vous le savez. Donc, c'est généralement les structures diamants sont des structures des semi-conducteurs de la colonne 4. Donc, le carbone, d'où le nom vient, donc lorsqu'il est ordonné, il va donner le diamant qu'on connaît commercialement parlant. Et sous le carbone, il y a le silicium, le germanium, tous ont une structure de type diamant. Alors ici, on voit la structure diamant, donc un cube et au centre de chaque face, nous avons des atomes. Et puis, si je coupe le cube à moitié, sur tous les axes, j'aurai 4 cubes en bas et 4 cubes en haut. Donc 8 petits cubes, des cubes صغار. 4 الفوق و4 صغار كينقسموا منا على زوج ومنا على زوج وفي الوسط على زوج. Je prends les 4 cubes de bas, في السونتر تاع واحد فيهم je place un atome, اللي قدامه je place rien, à côté donc اللي يجي في la diagonale نزيد نبلاصي un atome وخلاص. donc زوج يجوا لتحت par alternance وزوج الفوق معكوسين على تحت. donc si j'ai placé ici en bas un atome, le cube de haut, je place rien. Le cube d'à côté, je place un atome. Le cube d'à côté, il y a four, où j'ai placé un atome, je place rien. Ici, je décale vers le cube de côté, je place un atome. Donc, j'ai 2 atomes au centre cube qui sont croisés comme ça, qui occupent le centre cube de sorte qu'ils sont sur les diagonales. Regardons un peu cette structure. Voilà, donc la structure diamant, à quoi elle ressemble en 3D. Donc j'ai une structure CFC, regardez, centre des faces, tous les faces, au centre de tous les faces, il y a un atome, ok. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de même nature un atome au milieu du sous-cube. Voilà. Donc, il joue la zouj tahta de Hamdik par alternance et 2 de haut. Hada, hada. 2 hada
وهادو كيجونا متقابلين دونك هادو يجوا متعاكسين donc il faut pas. Si je regarde de haut, voilà, j'ai 4 atomes au centre du cube, زيادة على les positions تاع CFC, donc كاين زيادة على CFC, donc je place 4 زوج sur la moitié تاع les cubes صغار فوق وزوج العكس تاعهم لتحت. Et si je trace la distance, voilà, les plus proches voisins sont 4. Donc ce cube-là, il a 1, 2, 3, 4. Chaque atome a 4. 4 plus proches voisins. هذا 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est les plus proches voisins. Si je trace les deuxièmes plus proches voisins, vous voyez que je suis dans les distances des premiers proches voisins de la CFC, donc ils sont 12. Donc je prends l'atome par exemple, شحال عنده هذا 1, هذا 2, 3, 4, 4. Plus عنده les centres des deuxièmes plus proches voisins, les centres des faces, donc هذا 1, هذا تاع السونتر تاع لا فاس اللي من هيك تاع لا فاس اللي منا وتاع لا فاس التحتانيه. Et de la même façon la face le cube اللي لاصق فيه من الكوتي منا باسكو هذا لاطوم يقسم لو كوب على زوج يقسم يصدي لا بارتي لا موitié à un cube et la moitié à un cube منا 4 واحد اخرين et ça fait 12. Donc 4 plus proches voisins هنا في la structure diamant et 12 deuxièmes plus proches voisins. Continuons notre étude avec une autre structure. Cette fois-ci, c'est une structure qui est variante de la structure cubique, de la structure diamant. Elle-même, c'est une variante de la structure CFC. C'est la structure sulfure de zinc qui est prise comme modèle. Alors, dans la structure sulfure de zinc, nous avons la structure diamant, sauf que les cubes qui sont à l'intérieur, enfin les atomes qui sont à l'intérieur de la structure CFC sont des atomes d'une deuxième espèce. Donc, si je prends par exemple le zinc et le fora, le soufre, enfin, il va occuper les 4 atomes qui sont l'dakhil. Par diagonale. Donc c'est une structure diamant, sauf que les 4 atomes qui sont de la même nature que les atomes de CFC, donc ces atomes opposés. Et donc ils sont décalés d'un quart, un quart, un quart. Je vous montre la structure. Voilà la structure sulfure de zinc. Donc, si les atomes rouges représentent une première espèce, les atomes bleus sont les atomes de la deuxième espèce qui sont positionnés de la même façon comme dans le cas de la structure diamant. Sauf que c'est pas les atomes ne sont pas dans la même nature. Alors sur ce se termine ce 3e cours. J'espère que ça n'a pas été trop lourd. On a fait de notre mieux et on a essayé d'expliquer les bases. Donc s'il y a des questions, on pourra en discuter plus tard. Je vous remercie pour votre attention et merci.